Bonjour à toutes et à tous, délégués, sociétaires. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de notre série que nous avons décidé de consacrer à l'approche de vos risques. Dans ce troisième opus, nous allons partager les différents volets de l'approche du risque cyber, le pilotage, la prévention et l'assurance. Nous souhaitons avec vous développer ces mouvements de partage et d'échange autour des risques, comme celui que nous vous proposons aujourd'hui. Notre rôle chez Reliance, comprendre pour prévenir et agir sur le risque avec vous. Je vous parle de Reliance car en 2023, les marques Cham et Sofaxis deviennent Reliance. Nous accélérons ainsi la transformation de notre groupe pour nous affirmer comme le manager des risques de référence auprès des acteurs de la santé et des territoires en Europe. En tant que manager de risque et partenaire de confiance des établissements de santé, Reliance ne cesse d'améliorer sa compréhension, sa connaissance des risques, et principalement sur 3 risques, le risque médical, le risque humain et le risque technologique, en particulier le risque cyber. Notre approche, à vos côtés, porte sur 3 axes complémentaires, le pilotage, la prévention des risques et l'assurance. Et nous le faisons tant par notre présence sur le terrain, aux côtés de vos équipes, que par le déploiement de technologies innovantes avec nos partenaires. Et c'est en ce sens que nous avons construit ce webinaire. À l'heure où les incidents cyber se multiplient au sein des établissements de santé en France, Reliance contribue aux réflexions, partage ses convictions et propose des actions de pilotage, de prévention et d'assurance. Le risque cyber, vous le savez, est un risque avéré. Les établissements de santé subissent et subiront des incidents de cybersécurité, notamment par l'augmentation de leur surface d'exposition technologique. Par nature, vos établissements de santé sont ouverts, de plus en plus connectés, interconnectés, et le parcours patient est toujours plus digitalisé, contribuant à l'accroissement de la performance du soin et à sa continuité hors des murs de l'établissement. Mais aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si un événement, une cyberattaque va survenir. La question est de savoir quand et surtout comment y faire face. Les récentes cyberattaques subies par les établissements de santé nous montrent l'impact immédiat sur la continuité d'activité des soins, la sécurité des patients, sans compter bien sûr les impacts financiers et organisationnels. Et c'est à ce titre, et en tant que spécialiste du monde de la santé, que Reliance accompagne ses sociétaires sur la gestion des risques cyber. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet, avec tout d'abord le risque cyber et son actualité, puis nous partagerons les approches pour piloter ce risque, le prévenir et l'assurer. Et parce que nous sommes convaincus que c'est en travaillant en proximité avec vous, en vous associant à nos réflexions, en vous donnant l'opportunité d'échanger que nous relèverons ensemble les défis futurs, nous avons le plaisir d'associer M. Sambo Nou, RSSI du du GHICL, qui nous partagera son retour d'expérience sur la mise en place de l'outil de prévention. Mais avant cela, je vous laisse avec Gilles Paulin pour un zoom sur notre centre d'activité. Merci Edwige. Donc bonjour à toutes et à tous. Ce que je voulais dire en préambule, c'est que nous sommes passés donc d'un mode assureur à un mode gestionnaire de risque. Et pour la cyberassurance, c'est très important puisque nous ne pouvons pas nous contenter de fournir des solutions d'assurance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on observe que 3 demandes sur 4 de cyberassurance ne peuvent pas être honorées. Les hôpitaux qui nous en font la demande ne sont pas assurables parce que le risque est trop élevé, parce que le niveau de sécurité est insuffisant. Ça peut concerner des sauvegardes qui ne sont pas faites, ça peut concerner des équipements médicaux connectés qui ne sont pas configurés ou pas connus. Donc tout ça nous a amené à compléter notre offre d'assurance par des solutions de prévention et de pilotage, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, nous avons créé une division, si vous voulez, une division cyber au sein de Reliance qui englobe ces 3 types de réponses pour lutter contre les cyberattaques. Donc, quand on parle de risque cyber, de quoi parle-t-on précisément? Eh bien, merci Gilles, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, le risque cyber n'épargne pas les établissements de santé, bien entendu, et malheureusement.
Lorsqu'on regarde les chiffres effectivement communiqués par les autorités, on s'aperçoit que ce risque est en explosion. Ne serait-ce que si l'on compare 2021 à 2020, on a un doublement du signalement d'incidents. On s'aperçoit également que le côté intentionnel se confirme au fil du temps, c'est-à-dire que nous avons affaire à une vraie activité criminelle qui est organisée, qui est structurée et qui cherche à mettre en place des modèles économiques. Lorsqu'on analyse un petit peu plus finement, on s'aperçoit que 25% des incidents donc, ont contraint les établissements à solliciter de l'aide des autorités. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cet événement, qui est vécu comme un réel traumatisme par les établissements, les directions informatiques, les directions métiers s'aperçoivent qu'il faut faire appel à de l'aide extérieure et peu en ont obtenu, c'est-à-dire que l'État n'a pas la capacité de servir cette demande qui pourtant révèle des aspects assez critiques. Donc lorsqu'on regarde l'intention de la menace, puisqu'on parle de cyberattaque, de cybersécurité, de quoi parle-t-on? On parle d'abord d'activités d'extorsion. C'est-à-dire que nous avons affaire à des comportements visant à immobiliser un système d'information et monnayer cette immobilisation du système d'information sous forme de ce qu'on appelle communément une rançon. Donc l'objectif numéro un, c'est bien l'extorsion. Il se trouve que le mode opératoire qui consiste à immobiliser un système d'information a éventuellement d'autres conséquences que l'on va voir maintenant. Donc il y a un deuxième modèle économique que l'on voit extrêmement peu à l'heure actuelle, qui commence à apparaître. C'est une autre forme d'extorsion qui consiste à retenir de l'information, des données personnelles ou des données intimes, comme on dit dans le milieu hospitalier, et à chercher à monétiser cette fois-ci non pas l'immobilisation du système d'information, mais la rétention de ces données qui sont des données protégées. C'est encore peu fréquent en France à l'heure actuelle, ça se développe dans d'autres pays, il n'est pas exclu qu'à terme, on ait affaire à ce genre de menaces. En tout cas, ça fait partie des conséquences que nous envisageons bien entendu par rapport à l'offre que nous sommes susceptibles de proposer. Et on a un dernier élément qui est un élément de dangerosité, c'est-à-dire que, comme on l'a évoqué, l'immobilisation d'un système d'information forcément va immédiatement impacter le parcours patient. Même si ce n'est pas l'intention première de la menace, c'est pas encore demain matin qu'on verra une cyberattaque mettre à l'arrêt un robot de chirurgie ou des équipements de cette nature-là. Par contre, l'immobilisation du système d'information a bien des conséquences directes et immédiates sur le parcours patient et donc révèle un certain caractère de dangerosité. Et c'est à ce titre-là que finalement la cyberattaque doit être considérée dans sa globalité avec tous ses différents impacts. Donc en retour d'expérience sur la sinistralité que nous sommes amenés à observer, les différents échanges, j'allais dire, loin des aspects médiatiques qui mettent parfois l'emphase sur de faux problèmes, on constate que les établissements ne sont pas préparés aujourd'hui à une immobilisation longue du système d'information. Quand on regarde les plans blancs, l'indisponibilité de l'informatique, c'est bien un scénario qui est prévu, mais pas pour de longues périodes. En particulier, on a une caractéristique qui fait que lorsqu'on est à l'arrêt pendant de longues périodes, on va accumuler une série de documents qui sont sur papier. C'est le fameux retour papier qui est évoqué systématiquement et qui fait que cette masse documentaire sur papier doit être réinsérée dans les systèmes d'information. Parce que si on ne le fait pas, là, les conséquences en termes économiques et en termes de danger pour les patients deviennent absolument prégnantes. Donc, c'est une première conséquence pour laquelle les établissements sont peu préparés. On observe aussi également, en retour d'expérience sur cette sinistralité, qu'on a affaire à des systèmes d'information qui vivent à crédit, c'est-à-dire qu'ils sont en déficit de mise à jour au niveau du matériel, au niveau du logiciel. Ils sont en déficit au niveau du maintien en conditions de sécurité du système d'information, ce qui fait que ce risque, de façon silencieuse et de façon insidieuse, va croissant au fil du temps. Évidemment, à un moment donné, ce risque est suffisamment fort pour que la menace puisse en tirer avantage. En conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, des activités à flux tendu, telles que les activités de soins, avec des effectifs également ajustés au strict minimum, font que les établissements n'ont pas la capacité, n'ont pas les moyens nécessaires pour résorber tout retard pris dans les parcours de soins.
C'est pour ça que quand on considère ce risque, pour les raisons que nous venons d'évoquer, donc, il est important d'aller intercepter ce risque en amont, de ne pas le subir, de ne pas chercher uniquement à réagir quand il se présente, mais d'aller entamer une boucle d'amélioration continue par des démarches de prévention, par des démarches de pilotage qui vont nous amener à considérer ce risque sur tout son cycle de vie. Et en termes de stratégie, comme Gilles, tu l'as évoqué précédemment, il y a un équilibre à trouver entre des logiques, des politiques d'investissement et des politiques de transfert de risque qui sont les métiers typiques de l'assureur. Ni l'une ni l'autre de ces stratégies sont autosuffisantes. C'est le juste équilibre entre ces deux positions qui est à définir. Très bien, merci Christophe. Donc, pilotage, prévention, assurance, ce sont les trois piliers que l'on va détailler maintenant. Le premier pilier, c'est le pilotage, c'est-à-dire tout ce qui concerne la connaissance précise de ce qui se passe en termes d'impact financier en particulier, réputation aussi de l'hôpital. Donc la première réponse de Reliance là-dessus, c'est une plateforme de pilotage que nous allons lancer bientôt. On va la lancer au début du mois de février. Alors c'est quoi cette plateforme de pilotage? C'est quelque chose qui va être basé sur des informations publiques de l'hôpital, par exemple son chiffre d'affaires, le nombre de lits, ses spécialités, et aussi l'environnement politique et global, si vous voulez, d'Internet au niveau de la menace. Et tous ces indicateurs vont être transformés en trois choses pour vous. Donc le pourcentage de chance que l'hôpital ou de malchance que l'hôpital a de se faire hacker, le pourcentage de chance ou de malchance pour que ça réussisse, et si ça réussit, combien ça risque de coûter. Donc ça, c'est, nous pensons, à quelque chose de très important dans un premier temps pour faire remonter comment dirais-je, ces risques financiers de manière à peut-être avoir des arguments pour trouver des budgets. Ça peut être un premier élément. Donc, cette plateforme, donc, avec ces indicateurs, sera fournie au tout début de l'année prochaine. Elle sera, dans un premier temps, accessible via la plateforme PSIH et elle sera donc associée à des recommandations opérationnelles et une sélection personnalisée de solutions technologiques que vous trouverez au sein de cette plateforme. Donc, pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous au Cybercamp qui aura lieu le 2 février prochain à Paris Santé. Et l'inscription à ce rendez-vous est faite via votre interlocuteur Reliance privilégié, donc les CAM ou les forces de vente technologiques que nous avons mis en œuvre. Ça, c'est le premier volet de notre réponse, le pilotage, donc une remontée d'indicateurs de manière à mieux comprendre et mieux prévoir à quoi on peut s'attendre en termes d'attaque. Le deuxième volet, c'est la prévention avec des solutions technologiques qui sont déjà implémentées dans certains établissements. Et je redonne la parole à Christophe pour nous détailler tout ça. Donc effectivement, une fois qu'on a déterminé une politique d'investissement, il s'agit de pouvoir s'équiper. Une des difficultés, une des caractéristiques des systèmes d'information hospitaliers, c'est que ce sont des systèmes d'information de type industriel, sur lesquels on va trouver des technologies très exotiques, absolument inhabituelles, qui se manœuvrent, qui s'exploitent, qui se maintiennent de façon tout à fait spécifique, si en plus on considère des aspects réglementaires. Donc on a certains processus qui sont contraints. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a de la difficulté à maîtriser ce périmètre pour les mêmes raisons. Dans l'industrie, les équipements, ça va, ça vient, on en installe, etc. Donc, un outillage adapté qui permet d'avoir une vision précise du parc technologique, c'est déjà un élément essentiel et qui est absolument difficile à obtenir sur des systèmes d'information de cette nature-là. Donc, on a besoin d'un outillage. On a besoin d'un outillage qui est adapté au métier de la santé. Donc, effectivement, on va devoir répondre aux attentes des équipes biomédicales, des équipes du service informatique, qui ne sont pas toujours alignées, mais qui considèrent le même système d'information globalement. Donc, quelles sont les attentes? On l'a évoqué un petit peu précédemment, l'inventaire et la classification. C'est également difficile de savoir de quoi on parle et c'est fondamental pour la suite puisque
une fois qu'on a obtenu cet inventaire et cette classification, eh bien, le but, ça va être de déterminer le niveau de risque. Le niveau de risque qui se présente sur chacun des biens informatiques que l'on a détectés. Évidemment, une fois qu'on a évalué le niveau de risque, eh bien, on va s'atteler à réduire ce risque. Donc, on va fixer des priorités. C'est un élément extrêmement important. On va chercher à remédier aux événements que l'on observe sur le réseau. Et à la fin, évidemment, on aura besoin aussi de tableaux de bord puisque, in fine, on veut savoir si le retour sur investissement, finalement, c'était quelque chose de favorable ou s'il y a besoin de renforcer tel ou tel aspect de la stratégie de sécurité informatique. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça donne sur le plan opérationnel. Donc, comme on l'a vu, un inventaire, une classification. Alors, ça donne ça. Alors, peut-être pour certains, ça va être moins lisible à l'écran, je ne sais pas. Le but, c'est pas évidemment de vous présenter colonne par colonne, absolument pas. Il y a un élément important à considérer ici, c'est qu'une des caractéristiques donc, des métiers de soins, c'est la confrontation au danger. Donc, la notion de criticité, c'est une notion qui va être vue différemment suivant qu'on est ingénieur biomédical, suivant qu'on est responsable de la sécurité du système d'information et suivant même si on est directeur du système d'information. Et un des attendus très forts par rapport à ces technologies, c'est la capacité à pouvoir ajuster cette criticité en fonction des enjeux métiers. C'est ce qui est possible dans la solution qui est présentée ici, donc CyberMTX. Le deuxième élément, c'est évidemment l'établissement, merci Gilles, tu as anticipé mes pensées, l'établissement d'un scoring, donc, parce que, comme on le disait, donc, il y a nécessité à prioriser. On sait très bien qu'on n'aura pas de l'argent pour tout faire, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'amélioration continue du risque. Donc, on va chercher en fait là où on peut diminuer le risque avec un investissement minime. On a besoin pour ce faire donc d'un scoring de criticité qui va permettre de fixer des priorités. Donc globalement, à la fin, on va avoir des tableaux de bord, bien sûr, parce qu'on va vouloir catégoriser le risque. Ce qui est très important de se rappeler, hein, c'est qu'on a des profils différents qui utilisent une même technologie avec des attendus différents. Il est évident que quand on questionne sur la notion de risque, on a des réponses différentes en fonction des profils métiers. Et donc, cette solution permet notamment d'établir des tableaux de bord individualisés, personnalisés, qui vont permettre à chacun des métiers d'exploiter une même base de données et d'avoir une vision différente du risque en insistant donc soit sur la dangerosité, soit sur les problèmes de confidentialité, soit sur les problèmes d'extorsion, ce que nous avons vu précédemment en fonction des priorités. L'avantage, c'est qu'en ayant cette vision intégrée, tous les métiers sont renseignés et on a un autre avantage également, c'est aperçu à l'usage, que ces personnels qui parfois ont du mal à échanger parce qu'ils sont pris dans leur quotidien, ils se rassemblent autour d'une même table. Ça permet aussi de prendre conscience du risque que vit l'autre, de ses problématiques à lui et de comprendre finalement que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que finalement on a intérêt à travailler tous ensemble main dans la main. Donc au final, on voit les stratégies globalement qui sont portées par ces technologies. Donc évidemment, on a en un la correction sur les dispositifs médicaux. Alors ce sont des technologies sur lesquelles vous n'êtes pas autorisé à intervenir. Néanmoins, vous avez besoin de savoir à bon escient quand il est nécessaire, voire indispensable de solliciter toute la chaîne de maintenance, notamment les fabricants, pour lesquels globalement vous exprimez avoir du mal à suivre et à tracer les activités. Donc c'est pour ça que les points 1 et 4 en fait sont reliés, on les a mis l'un en dessous de l'autre parce que c'est la même thématique. Comment je fais pour contrôler les actions de mes fournisseurs? Est-ce qu'ils sont bien présents au rendez-vous ou est-ce qu'ils ne laissent pas du risque dormant sur mon système d'information? Puisqu'après tout, ça n'est pas leur système d'information, mais le mien. Donc on a vraiment cette attente forte qui est exprimée par les établissements. Après, on a également des questions plus classiques concernant le contrôle des flux réseau. On s'aperçoit par exemple qu'on peut trouver des dispositifs médicaux dans des réseaux non protégés parce que ça a dû être branché, rapidement, parce qu'il y avait un besoin extrêmement urgent. Ce genre de démarche d'urbanisation du système d'information n'est pas toujours conduite et on se retrouve avec des équipements de grande criticité qui sont dans des réseaux inappropriés. On a également, par effet corollaire, une volonté de vouloir isoler des dispositifs.
C'est-à-dire qu'on va carrément empêcher des actions de se produire au moment où elles se produisent, ce qui permet d'éviter toutes sortes de problématiques, puisque dans les établissements de soins, on s'aperçoit que certains patients ou certaines familles d'accompagnants s'amusent avec les réseaux Wi-Fi, où on a des gens qui ont des intentions plutôt dans une optique de jeu d'ailleurs et de défi, hein, plus qu'un modèle économique. Mais enfin, on est quand même confronté à ce genre d'établissement qui peut finir par agacer les gestionnaires donc de la sécurité du système d'information. Donc enfin, pour conclure, hein, on voit que, comme nous connaissons très bien les métiers de la santé, on a vraiment cherché à mettre en face les fonctionnalités produits avec les bénéfices pour les métiers. C'est-à-dire que, on connaît donc les métiers du soin, on connaît les enjeux, on connaît également les limites. On va toujours chercher à rester dans des objectifs qui sont atteignables, qui sont cohérents et réalistes par rapport au métier, et on développe toujours nos fonctionnalités produits en fonction des enjeux métiers. C'est une des caractéristiques de ce produit qui n'a d'intérêt que pour le monde de la santé, mais qui a un intérêt fort pour le monde de la santé, qui ne s'intéresse pas à d'autres métiers. Alors, on a piloté, on a prévenu, et maintenant, on va pouvoir assurer, puisqu'on a descendu le risque, et on va parler de risque résiduel. Absolument, donc je reprends la main pour vous dire que, comme on l'a évoqué, hein, ce risque cyber, il recèle un caractère de dangerosité, hein, par rapport au parcours patient. Il est donc, ne serait-ce que pour cette raison, il est donc indispensable de l'envisager globalement et de conduire au niveau de l'établissement une politique de réduction des risques. Comme toutes les démarches de réduction des risques, elle n'a pas vocation à traiter l'intégralité du risque. Et pour le risque qui est traité, elle n'a pas non plus pour vocation à le réduire à zéro, parce que ces politiques-là seraient tout simplement inatteignables. Aucun métier, même les métiers dangereux, donc dont la santé fait partie, n'ont pour ambition d'atteindre cette cible qui est inatteignable. Il est donc nécessaire de réduire le risque par une politique d'investissement et ensuite on va chercher à faire un transfert de risque vers un professionnel du transfert de risque qui s'appelle un assureur. Et donc, on va bien considérer un risque résiduel parce que il y a des éléments qui aujourd'hui sont encore difficiles d'accès pour les établissements. Il y a évidemment des considérations financières, gérer une crise informatique, faire appel à du renfort, et cetera, solliciter des tiers, ce sont des budgets dont les établissements ne disposent pas. Il y a également des problématiques de personnel. Et pas sans savoir que recruter du personnel informatique, qui plus est qualifié, disponible 24 heures sur 24, c'est extrêmement compliqué. Et on s'est rendu compte qu'un produit assurantiel avec une vision simplement financière ou juridique ne suffisait pas à répondre à la demande. Si vraiment on veut réduire ce risque et le tenir sous contrôle, il est nécessaire de disposer de ressources humaines, de process et de savoir-faire au-delà des considérations financières. Alors évidemment, en deuxième, on parle de limiter les conséquences financières, puisque ça fait également partie du package. Tout ça a un coût, c'est-à-dire que mettre à disposition du personnel sans pouvoir le financer ne fait pas avancer le débat. Donc on a également un volet financier, bien sûr. On va également s'attacher à gérer toutes les conséquences en termes médiatiques, en termes d'image, en termes de réputation, voire d'attractivité des établissements, puisque évidemment, ne serait-ce que pour recruter du personnel médical, c'est moins vendeur d'aller dans un établissement qui a fait l'actualité parce qu'il a été victime d'une cyberattaque. Donc on se rend même compte que ce risque cyber a des résonances jusque sur les risques, donc en ressources humaines, hein, ce qu'on évoquait en introduction avec Edwige. Voilà, donc c'est vraiment un risque, multifacette qu'il faut considérer globalement. Et le quatrième point qui est extrêmement important aussi, donc on a un focus. Lorsqu'on s'occupe de sinistralité en cyber, on a un focus sur la continuité de l'activité, puisqu'on est très en prise avec les métiers, donc on est capable, avec l'expérience, de vous dire qu'est-ce qui doit redémarrer tout de suite, qu'est-ce qui peut attendre un petit peu et comment procéder, et en mettant autour de la table donc les métiers, les services informatiques, pour avoir la séquence la plus optimale possible. Très bien. Et enfin, focus pour un petit rappel sur le contrat cadre avec UniHA. Alors ce contrat cadre UniHA, effectivement, a été établi au cours d'un dialogue compétitif. C'est-à-dire qu'UniHA a joué le rôle des établissements de soins, a exprimé des attentes, a exprimé une certaine compréhension et il a challengé les acteurs du marché en disant: «Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça?»
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cahier des charges. UniHA avait le choix de partir sur une approche purement financière, juridique, classique, ou alors mais qui n'a pas vision à réduire le risque finalement, ou alors une approche plus globale en disant: «On va aller remonter le cycle de vie de risque, on va proposer une démarche d'amélioration continue, on amène de la compétence». En faisant ça d'ailleurs, on s'attache également à ne pas laisser sur le côté les établissements qui sont non assurables. Ça, c'est un point qui est important et ça veut dire qu'avec du service en accompagnement de cette offre-là, on est capable d'adresser tout le monde avant la souscription. Une fois que la souscription démarre, on est également très actif, on est proactif. Souvent, on dit: «On n'a pas envie de faire connaissance avec vous au moment des sinistres». C'est bien avant qu'on va établir ça pour caler les process et vérifier que le jour où le risque se manifeste, eh bien, tout le monde est prêt, tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde peut intervenir. Très bien, merci Christophe. Nous vous proposons maintenant de finir ce webinaire par un retour d'expérience client. Il s'agit de Monsieur Sambonou, qui est le RSSI du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille. Il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, pardon. Nous l'avons enregistré hier et nous proposons maintenant d'écouter son témoignage suite à l'utilisation de CyberMDX dans son environnement. Merci, Monsieur Nou, pour votre temps et pour votre témoignage. Donc, ma première question, bien sûr, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter le GHICL en quelques mots, s'il vous plaît, en quelques chiffres? Bien sûr. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Sambonou et j'exerce au GHICL en qualité de RSSI depuis maintenant 2 ans. Je suis du monde de la technique et je suis présent dans l'établissement depuis janvier 2014 où j'ai débuté en tant qu'administrateur système et réseau. Et cela m'a permis de découvrir le monde de la santé qui est un milieu extrêmement passionnant. Alors, le GHICL pour Groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, qui est un ESPIC, un établissement de santé privé mais d'intérêt collectif. Et comme son nom l'indique, nous sommes présents sur la métropole lilloise et le groupement est composé de 2 hôpitaux, l'hôpital Saint-Philibert et l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul, mais également d'une clinique située dans la région de Cambrai et ainsi que des maisons de santé en périphérie de Lille. Alors, quelques chiffres clés du groupement. Le GHICL, c'est environ 900 lits et plus de 80 000 admissions en hospitalisation, 215 passages par jour aux urgences, 7 naissances par jour, mais c'est aussi 3200 salariés répartis sur l'ensemble des sites et une DCO composée d'environ une trentaine de personnes. Très bien. Alors, bien sûr, on lit tous la presse, on voit qu'il y a pas mal de problèmes de cyberattaques dans les hôpitaux en France. On a vu Corbeil, on a vu Versailles il y a quelques semaines. Pour vous, au GHICL, quelles sont vos problématiques de sécurité au quotidien? Alors, nos problématiques au quotidien sont plutôt diverses et variées, mais similaires, voire identiques. Dans la plupart des cas, lors d'échanges que j'ai pu avoir avec des homologues de ma région. Voilà. Après, le but n'étant pas d'exposer l'ensemble de nos problématiques. Donc là, je ne parlerai que de la thématique dont il est question, à savoir l'OT. Et ici avec CyberMedix. En effet, nous assistons à une explosion du nombre d'objets connectés sur notre réseau et notamment des dispositifs médicaux. Historiquement, on retrouve ceci dans des réseaux ne communiquant pas ou peu avec notre SIH, mais on observe depuis quelques années une inversion avec des besoins grandissants pour nos médecins et le personnel soignant d'enrichir les outils qui sont au cœur du soin de nos patients et ainsi améliorer la qualité de la prise en charge. Il y a donc une véritable prise de conscience sur les risques cyber que peuvent présenter tous ces équipements au sein d'un SIH. Et notre enjeu, c'est de pouvoir garantir la sécurité, la confidentialité, l'intégrité des données de nos patients, mais aussi de garantir la prise en charge de nos patients sans mettre en jeu leur vie, tout en répondant aux besoins futurs du groupement.
Ouais. Alors, spécifiquement, donc CyberMDX, on est là pour que vous nous fassiez un retour d'expérience sur ce produit qui a été installé chez vous depuis quelques mois. En quoi CyberMDX vous a permis de répondre à ces problématiques et de réduire ce risque? Écoutez, la force de CyberMedix, d'une part, c'est sa spécificité. Il ne s'agit pas d'une simple sonde réseau. Grâce au partenariat avec des grands constructeurs du monde biomédical, la sonde est capable d'établir un inventaire de vos assets, notamment OT, IoT, dispositifs médicaux présents sur votre SI, et avec une grande richesse d'informations. Donc, par exemple, on est capable de remonter la marque, le modèle, le numéro de série, la version de firmware, les versions d'OS embarquées, etc., etc. Et d'une autre part, il est possible, en un coup d'œil, de visualiser de manière centralisée les vulnérabilités détectées avec possibilité de personnaliser sa vue en fonction de ce qu'on souhaite voir en priorité. Par exemple, par marque, de classer aussi par score CVSS. Et je dirais, voilà, pour terminer, que c'est relativement simple d'un point de vue prise en main. Et plus précisément, dans le cas du GHCL, cet outil a permis d'apporter notamment de la visibilité aux équipes IT, notamment les équipes administrateurs réseau et cybersécurité, et de mettre en exergue les vulnérabilités que peuvent présenter, encore une fois, la présence de ces dispositifs médicaux sur notre réseau et le véritable manque sur la gestion du cycle de vie de ceux-ci par les constructeurs. Dans le cadre de notre démarche cyber actuelle, l'outil va nous aider à appliquer des mesures palliatives grâce notamment aux grandes possibilités d'interfaçage avec nos composantes infrastructure ou sécurité et encore notre outil de ticketing, et ainsi réduire le risque cyber en appliquant par exemple du filtrage plus fin. Il y a donc une véritable valeur ajoutée, non pas seulement pour les équipes IT, mais aussi pour les équipes biomédicales. En effet, l'outil permet d'afficher certains dashboards avec une posture orientée plutôt IT ou biomed, et ainsi permettre à ces équipes d'exploiter l'outil conjointement. Il est par exemple possible d'interfacer l'outil à une solution de GMAO, un type GA7+, afin d'injecter et automatiser l'inventaire des assets, qui par ailleurs s'élève à environ 200 dispositifs médicaux sur le réseau du GHCL. D'accord. Et alors, une fois ces dispositifs médicaux connectés gérés avec CyberMDX, quelles sont vos prochaines étapes de sécurité sur le système d'information? Écoutez, les projets sécurité au sein du groupement sont nombreux et s'inscrivent pour la plupart là, dans notre démarche actuelle, c'est-à-dire notre volonté d'appliquer les bonnes pratiques d'hygiène recommandées par l'ANSSI en complément de nos obligations réglementaires spécifiques au monde de la santé. Nous sommes actuellement en cours de build avec notre prestataire d'un SOC managé dans le cadre d'un projet d'implémentation d'une solution d'EDR XDR. Et nous souhaitons intégrer les données captées par la sonde CyberMedix afin d'optimiser la corrélation des logs et ainsi le niveau de pertinence des logs de manière à être proactif sur les menaces qui pèsent sur notre SIH. Et de plus, nous avons la chance d'avoir un prestataire qui est partenaire de la solution CyberMedix et il serait fort dommage de ne pas exploiter les données de nos sondes. Très bien. OK, bah écoutez, merci infiniment pour votre temps et votre témoignage, Monsieur Nou. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On va peut-être passer aux questions-réponses. Alors, on a reçu quelques questions dans le chat de votre part et j'en ai une première qui est quelles recommandations cyber pouvez-vous donner à la gouvernance comme sur le plan opérationnel? Monsieur Christophe Millet. Eh bien, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il est important d'envisager une politique d'investissement sur la sécurité du système d'information. Donc,
en discutant bien avec les métiers, hein, c'est-à-dire que tout le système d'information ne va pas se protéger de la même façon, avec la même intensité, avec la même importance, en fonction donc du caractère dangereux dont il a la charge. Donc une politique d'investissement du côté de la gouvernance et prévoir donc d'acheter de l'outillage spécialisé, c'est-à-dire penser à l'opérationnel, bien sûr. Voilà, si on n'est pas outillé, si on a des budgets pour faire du consulting et faire venir des gens, mais qu'on ne déroule pas toute la séquence d'amélioration continue, eh ben, on ne va pas réduire le risque. Ok. Deuxième question qu'on m'a déjà posée maintes fois, quelle est la position de Reliance sur les rançons? Alors, c'est très clair, nous ne remboursons pas, nous ne couvrons pas les rançons dans le produit de cyberassurance. Nous trouvons que c'est un très mauvais message à envoyer aux hackers d'avoir ce système-là. D'ailleurs, personnellement, moi, je trouve assez curieux qu'il y ait eu des communiqués dans la presse ou des articles disant que le gouvernement était prêt à payer ces rançons. On va voir ce que ça donne à l'avenir. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, le ransomware n'est pas couvert par la cyberassurance. Notre position, c'est plutôt d'intervenir en amont et de vous proposer des solutions pour, comme on l'a dit, piloter et prévoir donc, et se prévenir de tout ça, donc avoir des solutions de manière à adresser ce risque, voir où sont les parties les plus exposées du système d'information et contribuer à baisser ce risque de manière à pouvoir ensuite l'assurer. Ah, peut-être Gilles, si je peux me permettre de compléter, Oui. On a même une vision encore plus forte. Ce qui nous importe par rapport aux données médicales notamment, c'est l'intégrité des données, qui ne peut être en aucun cas garantie par une clé fournie dans le cadre d'une extorsion. Ça veut dire que nous prenons en charge la remise du parc informatique comportant des données médicales avec une validation par les éditeurs respectifs. Donc on est vraiment à l'opposé de la rançon qui est totalement aléatoire, qui vise simplement à aller au plus vite. Ça, c'est valable pour le monde de la finance. Et pour le monde de la santé, ce qu'on veut, nous, c'est de la donnée fiable, intègre, garantie par les éditeurs respectifs. Okay. C'est pour ça qu'on ne va pas vers le paiement des rançons. Très bien. Merci Christophe. Troisième question, la plateforme de pilotage sera-t-elle ouverte aux établissements privés? La réponse est oui. Dans un premier temps, nous avons donné préférence à PSIH pour des raisons, je dirais, pratiques, parce que la plateforme existait déjà. C'est une sorte de tableau de bord, de dashboard qui existe déjà et vous allez trouver un logo supplémentaire qui sera le logo de Reliance. Et à partir de là, vous allez pouvoir lancer la plateforme de pilotage. Ça, bien sûr, c'est principalement pour les établissements publics, mais pour les établissements privés, une solution standalone, comme on dit, sera disponible quelques mois plus tard, de manière à ce que le même niveau de réponse, si vous voulez, en ce qui nous concerne, soit accessible à la fois aux hôpitaux, au monde public et au monde privé. Voilà. Et enfin, encore une question, vous avez parlé d'UniHA, mais quid des établissements privés? Alors, je sais pas, ma réponse, pas béotienne, mais disons que le contrat UniHA est là parce que ça nous permet d'éviter comment dirais-je, une procédure d'appel d'offres. Donc, c'est essentiellement pour ça que ce contrat cadre a été fait. Pour un hôpital privé, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas de processus d'appel d'offres public et donc c'est beaucoup plus flexible pour accéder à nos solutions. Mais vous avez peut-être des choses à compléter. Très rapidement pour compléter, la demande est la même, les attentes sont les mêmes. Ces établissements sont demandeurs de ressources, de processus qui sont bien calés, de la connaissance des métiers du soin. Donc, en fait, on va dérouler la même séquence, c'est juste qu'elle est formalisée différemment. Elle est plus souple, bien sûr, elle peut être ajustée par rapport à une IHA. Ouais. Mais on est sur la même démarche. Peut-être le mot de la fin, Edwige. Rendez-vous à Cybercamp. Oui, rendez-vous à Cybercamp. Merci Gilles, merci Christophe et merci Monsieur Nou. J'espère que nous avons pu éclairer sur les 3 volets de la gestion du risque cyber, piloter pour mieux comprendre, mieux prévoir, comme le disait Gilles, prévenir grâce à un outillage adapté à vos activités et puis assurer le risque résiduel comme Christophe vous l'a présenté. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Et puis, comme je le disais, merci à vous 3 pour cette présentation qui, j'espère, vous aura permis de mieux appréhender notre vision du risque cyber et puis vous donner des éclairages complémentaires. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos attentes pour les prochains webinaires, bien sûr.